Situé dans le nord-est du département, voici le village de Pierrefonds, dominé par son imposant château fortifié. Un curieux édifice qui semble à cheval sur deux époques, entre bastion du Moyen-Âge et demeure de charme du XIXe siècle. Un style inimitable qui lui vaut parfois d'être surnommé le château de la Belle au bois dormant. Et c'est avec Guillaume Fournier, un enfant du pays féru d'histoire, que nous allons le découvrir. Guillaume est si fier de son village de Pierrefonds qu'il ne cesse d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. C'est vraiment passionnant de se promener, quoi. On se projette tout de suite dans l'histoire en faisant quelques pas, hein. Dans le moindre village aux alentours, voilà, il y a matière à rêver, quoi. Guillaume a eu le privilège d'être guide au sein du château. Mais il ne s'en lasse toujours pas et pourrait y passer des heures en compagnie des autres guides pour évoquer son histoire. Cette fois-ci, c'est aux connaissances de son ami historien Arnaud Timbert qu'il va se mesurer. Bon, ça va, tu t'es pas perdu? Ah non, pas du tout. En passant par la forêt, c'était merveilleux. Et dire qu'il fut un temps où c'était plus qu'un tas de ruines, presque. Ah, il faut remercier Richelieu de l'avoir détruit, sinon Viollet-le-Duc ne l'aurait pas reconstruit tel qu'il est en 1857. C'est vrai, oui. Il a recréé les choses, il a mis beaucoup de son imagination aussi, tout du moins il a projeté beaucoup de ce que le 19e siècle imaginait être du Moyen-Âge. C'est vrai, quand on arrive ici, on croirait un château de conte de fées, hein. C'est une architecture pour jouer, c'est une architecture C'est un de peu cour. C'est un peu ça. C'est pas destiné à être habité en définitive. Si le château renaît en 1857, c'est donc grâce à lui, Eugène Viollet-le-Duc, l'un des architectes français les plus célèbres de cette époque, à qui l'on doit de très nombreuses restaurations de monuments médiévaux. Souhaitant se faire construire un château d'apparat inégalable, Napoléon III et sa femme Eugénie hésitaient entre deux sites en ruine. La légende raconte que celui de Pierrefonds fut tiré au sort par l'impératrice elle-même. Et c'est ainsi que Viollet-le-Duc eut carte blanche pour restaurer le bâtiment tout en le remaniant largement. La cour d'honneur reflète parfaitement son désir de s'inspirer du passé pour mieux le réinventer. Cette cour est toujours aussi impressionnante. Elle est impressionnante, c'est vrai, tellement elle est en contraste avec l'extérieur, mais surtout, elle est pédagogique parce que tu as le donjon du Seigneur, l'église du prêtre et l'hôtel de ville du pouvoir communal. C'est-à-dire dans une cour de château réunie une place de village. On a ici un livre d'histoire. On voit ici le travail impressionnant de l'architecte. On imagine la quantité de dessins incroyables qu'il a dû faire pour... Des centaines de dessins. Il ne laisse rien au hasard, c'est-à-dire que Viollet-le-Duc dessine tout, le moindre détail, de l'ensemble jusqu'au bouton de porte. Lorsqu'on vient à Pierrefonds, on ne vient pas dans un château du 19e siècle, on entre dans l'âme de Viollet-le-Duc. C'est ça. C'est sans doute l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre, oui. Un chef-d'œuvre que Viollet-le-Duc voulait romantique, propice aux rêves et à la création. Mais Pierrefonds devait aussi impressionner les hôtes de l'empereur. De ce point de vue, la pièce la plus étonnante est sans conteste l'ancienne salle d'armes. La salle des Preuses, à cette heure-là, avec cette lumière-là, c'est un éblouissement. Ouais, c'est toujours aussi impressionnant, cette grande salle qui est la plus grande salle du château, et la plus achevée. La plus achevée et puis la plus lumineuse, c'est-à-dire totalement peinte. C'est ce qui lui donne cette tonalité très douce, avec ces jaunes très sobres. C'était la salle d'armes de l'empereur, sa collection particulière, qui est aujourd'hui aux Invalides. Ah oui. Ces statues de femmes qui trônent sur la sublime cheminée ont donné son nom à la pièce. Au Moyen-Âge, on les appelait les preuses, car ce sont elles que les preux chevaliers servaient. Mais en réalité, les visages de ces dames sont tous contemporains de Viollet-le-Duc, qui a souhaité rendre hommage à ses mécènes. Au centre, l'impératrice, L'impératrice Eugénie, oui. et de part et d'autre, les dames d'honneur de l'impératrice. C'est ça. Et donc chacune d'entre elles a une couronne sur la tête. Sauf une. Sauf la dernière, oui. Qui n'était pas noble, Madame Carrette. Pour terminer cette visite, Guillaume a demandé une faveur exceptionnelle à son ami Arnaud. Grimper jusqu'au sommet de l'une des tours de défense du château, dont l'accès est interdit au public.
Un privilège réservé aux employés du site les plus courageux, car l'escalier compte près de 400 marches. Voilà, regarde. Ça vaut la peine. Ah oui. Quelle vue! Oh, ça faisait longtemps que j'étais pas monté ici, mais alors à chaque fois la vue, on s'en prend plein les yeux. C'est vraiment spectaculaire. Château Formidable. domine totalement la forêt. Avec Ces ce toitures. soleil, c'est superbe. On voit super loin. Cette vue fantastique sur le village de Pierrefonds et ses environs est évidemment un appel à la promenade. Et ce n'est pas un hasard si les visiteurs qui viennent ici demandent souvent une bonne adresse où se restaurer avant d'aller faire le tour de l'étang par exemple. Or les bonnes tables ne manquent pas aux alentours. Mais lorsqu'il était guide, Guillaume recommandait souvent une petite auberge qui se trouve au cœur du village. Son chef Loïc Delacour y prépare comme personne une recette toute simple, la ficelle picarde, aujourd'hui considérée comme l'emblème culinaire de toute la région. On va commencer par le tablier. Ah oui. Tout Oui, chef qui se respecte met le oui, tablier. on est un petit peu obligé. Attends, faut le coup de main. Donc, est-ce que tu connais l'histoire de la ficelle picarde? Non, je la connais pas, mais tu vas me raconter. Donc la ficelle picarde, elle date de 1950. Ça a D'accord, été c'est créé récent. par Marcel Lefebvre. C'était une recette créée pour les notables de la ville. D'accord. Tout Et simplement. avec des produits pourtant relativement simples, on trouve tous ces produits-là un peu partout, j'ai l'impression. Des produits relativement simples, du Ouais. jambon blanc, des échalotes, tous ces produits-là, c'est une recette très simple à réaliser. Donc on va commencer par émincer les champignons. Bah allons-y. À toi de jouer. D'accord, on y va. C'est pas évident, hein, C'est pas évident, mais t'es bien parti. tu crois? Parce que je me débrouille bien là, le bout de viande qui dépasse, c'est pas grave ça? C'est parfait. Ah, c'est mon doigt. Tu débutes. Ouais, bah. Allez, je vais ouais. finir. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as mis cette recette à ta carte? Quand j'étais enfant, ma mamie Colette me faisait des ficelles picardes. D'accord. Et de ce petit goût en bouche que t'as quand t'es gamin, ça te marque. T'avais envie de partager ça Et j'ai envie de partager ça avec ma clientèle. avec ta clientèle. D'accord, Voilà. très Et bien. c'est pour ça que je l'ai mis à mon menu terroir. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Ce qu'on appelle la ficelle, c'est la pâte à crêpes qui va enrouler tous les ingrédients de la recette pour mieux les cuire au four. Pour monter la ficelle picarde, il nous faut quoi? La crêpe. la crêpe, le jambon Belle blanc et la duxelle de champignons que t'as parfaitement Oui. réussi. Oui, bah oui, forcément. C'est super simple en fait. C'est très la simple. recette. Et maintenant, tu roules. J'ai plus qu'à rouler. Allons-y. Tu serres Hop, bien fort. comme ça. Bon, et la prochaine étape, c'est quoi? Dessus, on va y ajouter la crème épaisse, l'emmental, D'accord. la passer au four pour la faire gratiner. Elles sont pas jouées, les ficelles picardes? Allez, Guillaume. Ah ouais. Superbe. En plus, la première fois que je suis venu manger ta ficelle picarde, c'était précisément ici. Et ben voilà, parfait. Eh, Je te souhaite un bon appétit. merci. Mmh. Super Excellent. bon. Hein. Excellent, ouais. Pas d'autres mots. On parle pas à bouche pleine, mais quand c'est bon, il faut le dire. Merci. Une fois restauré, place à la promenade pour explorer les environs. Et ce ne sont pas les destinations qui manquent. Mais celle que nous recommande Guillaume, c'est le très joli village fortifié de Saint-Jean-au-Bois, niché au cœur de la forêt de Compiègne, à seulement quelques kilomètres de Pierrefonds. Une perle du XIIIe siècle, dont son amie guide, Blandine Guénaud, connaît l'histoire sur le bout des doigts. Tu sais que ça fait des centaines de fois que je passe ici et j'ai pas grand chose à dire sur cette porte fortifiée. Moi, les seules choses que je sais, puisque je m'intéresse à Pierrefonds, c'est que la dernière des seigneurs de Pierrefonds, Oui, Agathe. Agathe, voilà, Agathe c'est ça, de Pierrefonds. a passé ses derniers jours ici et est décédée ici. Pierrefonds, c'était un château fort. Et ici, comme il y avait une abbaye de femmes, D'accord. elles étaient aussi protégées par des murs et par une enceinte. Et là, c'est la porte fortifiée. fortifiée. On voit encore les consoles, ces pierres qui dépassent. Elles tenaient un chemin de ronde. Et entre chaque pierre, il y avait un mâchicoulis pour protéger la porte. Cette porte date à peu près de quelle époque alors? Oh, bah, elle doit dater du XIIIe siècle. La plupart des bâtiments de cette abbaye, fondée par la reine Adélaïde en 1152, ont aujourd'hui disparu. Mais il reste l'imposante église abbatiale, dont les dimensions prouvent que le village fut longtemps un site de premier plan de la France chrétienne.
Toujours aussi impressionnant cette abbaye, en plein milieu de Saint-Jean, là. Un bâtiment presque colossal hein, par rapport au Oui, village. bah c'est tout à fait normal. L'abbaye avait de gros revenus et les religieuses ont pu faire D'où construire. l'immensité de ce bâtiment. Ah oui, c'est une fondation royale. Oui. C'est une abbatiale qui est remarquable par sa beauté, son élégance, sa simplicité. C'est admirable, c'est merveilleux, c'est le début du gothique. J'adore venir ici, admirer ces petites maisons là, qui sont très jolies. Est-ce que ça date vraiment de l'époque de la construction de l'abbaye ou c'est plus récent? Non, pas vraiment. Pas du temps des religieuses. Les religieuses, au début du XVIIe siècle, elles sont parties parce qu'il y avait beaucoup de troubles et ce sont des moines qui se sont installés ici. Et les religieuses ont eu raison puisque l'abbaye a été pillée par les soldats. Ce terrible saccage se produit en 1652 sous le règne de Louis XIV. L'abbaye ne s'en relèvera pas et les moines construiront alors ces minuscules maisons pour continuer à vivre sur place. C'était des gens qui étaient très pauvres, hein. Une pièce ou deux en bas et puis au-dessus un grenier pour stocker les aliments, les vivres. Oui, les d'accord, vivres. ouais. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est? Puisque ça reste des petites maisons. Maintenant, presque essentiellement, ce sont des résidences principales. D'accord. C'est très agréable de vivre dans un tel Oui, cadre, oui. au milieu de la forêt, la nature. Au-delà de ces châteaux et de ces villages médiévaux, l'Oise est aussi une terre d'histoire contemporaine. Et s'il est un lieu qui peut encore en témoigner aujourd'hui, c'est bien la forêt de Compiègne qui entoure Saint-Jean-au-Bois. Car c'est ici que se trouve la fameuse clairière où fut signé l'armistice du 11 novembre 1918 entre la France et l'Allemagne. Le site accueille un vaste mémorial où travaille Jean Michel, un guide passionné par l'histoire de la Première Guerre mondiale. On est vraiment isolé là, par rapport au village le plus proche qui est Rotonde. Pourquoi un tel lieu, en plein milieu de la forêt? Oui, Rotonde, 3 km, Compiègne, 6 km. Ouais. Eh bien, tout simplement, le maréchal Foch ne veut pas exposer les Allemands à des représailles physiques ou verbales. C'est pourquoi il choisit le calme, le silence, la discrétion de cette forêt de Compiègne majestueuse. D'accord. Donc la clairière ici n'existait pas? Non, C'est c'était ça, la hein. forêt, C'était comme juste tu en as tout autour. une voie ferrée. Voilà. Au bout de l'allée de la Victoire, les deux amis débouchent sur la clairière dominée par la statue du maréchal Foch. Et la grosse dalle au milieu, qu'est-ce que c'est Alors la exactement? grande dalle, eh bien, c'est la dalle sacrée. Ouais. Elle, c'est un symbole à elle-même. C'est l'orgueil de l'Empire allemand qui était censé ne plus bouger sous cette dalle de 400 tonnes. D'accord. Dessus, il y a une phrase très méchante pour les Allemands de l'époque. Cette phrase dit ceci. Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres qu'il Oui. prétendait asservir. Alors tu te doutes bien que c'est Oui. l'énoncé de cette phrase de l'autre côté du Rhin. Ça plaisait pas forcément. La Deuxième Guerre mondiale va germer. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour laver cet affront que 22 ans plus tard, Hitler exigera d'entériner ici même la défaite de l'armée française. Une tragédie en 2 actes qui s'est déroulée dans ce wagon devenu mythique. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. D'un côté, on avait les Alliés, par Sur la ici, table, et ici, de l'autre ouais. côté, les Allemands. Ils sont venus demander l'armistice et le maréchal Foch les reçoit. Et quelques décennies plus tard, le processus sera inversé par Adolf Hitler, Oui. mais ça se passera en 1940. Il y a des objets qui sont de l'époque du Alors. premier wagon ici ou Tout ce que tu vois à l'intérieur est d'origine. d'origine? Ça a D'accord. été caché à Compiègne avant l'arrivée des Allemands en 1940. Et il n'y a que le wagon, malheureusement, qui n'est pas Qui d'origine. n'est pas d'origine, d'accord. Mais c'est exactement le même. D'accord. Après le second armistice du 17 juin 1940, les Français comprennent qu'Hitler a décidé d'emporter ce wagon à Berlin pour l'y exposer comme trophée de sa victoire. C'est ce qui explique que le mobilier soit d'origine, alors que le wagon, lui, a été complètement détruit par le feu à Berlin. Une fois la guerre terminée, les Français ont donc retrouvé un wagon identique pour y replacer le mobilier qu'ils avaient caché.
En tout cas, c'est impressionnant d'être ici, hein. Vraiment impressionnant d'être au cœur de l'histoire de l'Oise et puis finalement de l'histoire de France, quoi. Du Moyen-Âge à nos jours, l'Oise est donc un département profondément marqué par l'histoire de France. Village ravissant, architecture majestueuse et superbes décors naturels, tels sont les ingrédients qui feront de votre découverte de l'Oise un voyage mémorable.